Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à notre table d'échange. Je suis désolé encore une fois pour les problèmes techniques, personne n'est à l'abri malheureusement. La table d'échange aujourd'hui, formation et soutien aux enseignants et formateurs en formation à distance. On a une 22 branchements, ce qui veut dire, j'imagine, au moins une trentaine de personnes, incluant les gens dans des salles respectives. On remercie Mme Marcel Parr, agente de projet pour le greffage. Elle a un guide en route avec nous et également directrice Action Compétences qui va débuter la rencontre en donnant son point de vue sur le thème en une dizaine de minutes. On vous le rappelle, je pense que c'est assez important, vous l'avez compris. Petit détail technique, tout le monde, sauf Michel et Marcel, même si vous croyez l'avoir fait, faites-le encore, s'il vous plaît. Étoile 6 sur votre clavier téléphonique pour éviter les problèmes audio qu'on a eu. Pour lever la main ou utiliser le clavardage, vous utilisez Adobe Connect. Et bien entendu, on vous invite, pour éviter tout ça aussi, d'utiliser le clavardage sur des questions, des commentaires et des suggestions. Habituellement, la réunion se termine vers 13 heures. Ceux qui peuvent rester, si Marcel est disponible aussi, on peut continuer sans aucun problème. Les autres qui doivent nous quitter, il va y avoir également un enregistrement vidéo qui va être mis en ligne. On remercie aussi l'équipe du CEDAF là-dessus. Merci au Pont Audio de l'Université d'Ottawa. Merci aussi à l'équipe technique de la formation continue de l'Université de Moncton pour l'utilisation d'Adobe Connect. On vous souhaite à tous une excellente période d'échange et je laisse la parole à Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain. Alors, je vais faire ça tout court, compte tenu du contexte actuel. Bienvenue à tous, ceux qui sont des habitués notables et ceux qui arrivent pour une première fois pour échanger, apprendre, discuter, partager. C'est le but des tables et on devrait avoir une table fort intéressante aujourd'hui. Nous allons débuter, Alain le mentionnait à l'instant, par une présentation. Et pour cette présentation, nous avons le grand bonheur d'accueillir Mme Marcel Parr, qui est la maître d'œuvre du guide dont on va parler aujourd'hui, guide qui va paraître tout au plus tard au printemps. Donc, je vous la présente et Marcel, tu pourras partir de là avec, Alain mentionnait une dizaine de minutes, mais on s'est entendu que si tu avais un peu plus d'espace, prends le temps dont tu as besoin et on pourra échanger tous ensemble autour de cette belle grande table virtuelle pour laquelle le son fonctionne présentement et on est bien content. Donc, quelques mots pour présenter Marcel Parr. Marcel s'intéresse à l'apprentissage autonome depuis plus de 15 ans. C'est par cette voie qu'elle a contribué à la formation à distance. Détentrice de maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation, elle a œuvré dans le monde de la formation professionnelle où elle a occupé plusieurs fonctions en approche par compétences. Enseignante, soutien conseil et direction. Au ministère de l'Éducation du Québec, elle a eu la responsabilité pédagogique du développement de l'alternance travail-études. À titre de conseillère recherche et développement à la Société de formation à distance, la SOFAD, Mme Parr a soutenu les services offerts aux partenaires, notamment par le développement d'un perfectionnement en ligne pour soutenir les pratiques de tutorat à distance. Le perfectionnement en ligne, j'ai eu l'occasion, le privilège de le voir sur le bon écran à un moment donné et si vous avez l'occasion de jeter un œil là-dessus, c'est fort intéressant. Marcel agit actuellement à titre de consultante en éducation et occupe des fonctions de chargée de cours dans différentes universités. Mme Parr finalise actuellement la rédaction du guide de formation et de soutien aux acteurs de la formation à distance, notre sujet d'aujourd'hui, projet piloté par le REFAD et qui paraîtra dans les prochaines semaines. Et Marcel, je te laisse tout l'espace, il est midi 16, on a déjà, pour les parcours des problèmes techniques, un petit peu débordé. Tu prends le temps requis pour partager en ce début de rencontre ce que tu nous as si bien préparé et je te laisse tout de suite tout l'espace. Merci beaucoup, Michel, de la présentation. On va voir que le document va se télécharger. Ça me fait grand plaisir de vous trouver nombreux ici aujourd'hui pour partager des points de vue sur tout ce qui concerne la formation à distance. On est dans une époque où il y a beaucoup de changements et les besoins sont très nombreux. Vous verrez que je vais couvrir une réflexion qui est plutôt globale. On va s'alimenter mutuellement, je l'espère,
activement utiliser la conversation dans le clavardage pour partager des points de vue aussi. Je vais présenter globalement différents principes qui sous-tendent l'ensemble des activités de la formation à distance. Je ne couvre pas tous les sujets ce matin et je vous invite à apporter des exemples, des notions, tout ce qui peut vous sembler pertinent dans le courant des discussions. Il y a plusieurs établissements en formation à distance, des gens qui sont nouveaux, des gens qui sont expérimentés, et les besoins sont très, très nombreux. Quand on veut mettre en place, ou même quand on veut améliorer notre dispositif, il faut se questionner sur la vision. Quelle vision de la FAD on veut se donner? Quels sont les modes de diffusion? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'on est un établissement qui diffuse de façon totalement asynchrone? Est-ce qu'on a des pratiques de formation continue, de formation avec les entreprises? Quels sont les impacts de tout ça sur les pratiques éducatives, sur les façons de faire des personnels enseignants? Quels sont les acteurs qui sont impliqués, conseillers, même le personnel de direction? Les rôles changent, les fonctions, les pratiques éducatives changent, la place des technologies. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de besoins et il est important de se faire une tête avec tout ce qu'on peut avoir comme soutien à l'interne et avec ce que la littérature peut nous enseigner. Michel en a parlé brièvement. Il y a un guide de formation et de soutien aux acteurs de la formation à distance. Et je vois qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont accepté de contribuer, qui ont manifesté leur intérêt. Alors, je les salue. Dans le guide de formation, nous allons tenter de toucher différentes thématiques. Puis, nous allons tenter aussi de positionner la formation à distance avec, si tant est qu'il soit possible de le faire, quelques années, quelques longueurs d'avance pour qu'on puisse développer un outil qui soit utile pendant quelques années. Jusqu'en 2030, peut-être pas, mais c'est intéressant de se questionner aussi sur ce que sera la formation à distance en 2030. La didactique, c'est-à-dire quels sont les enjeux pédagogiques qui entourent la formation à distance en termes de pratiques éducatives. On sait quoi faire dans la formation en présentiel, on sait quoi faire dans différentes façon de modalité de diffuser la formation, mais qu'en est-il de vraiment le rôle éducatif en formation à distance avec le numérique? La gouvernance de la formation à distance, les établissements, la gouvernance nationale, la gouvernance institutionnelle, toute la notion d'ingénierie technopédagogique, que faisons-nous avec les modèles pour développer nos cours, les designs et tout ça. Design, parcours, ressources d'apprentissage, on a plein de ressources à insérer dans nos environnements numériques d'apprentissage. Quelles sont les structures et à quoi il faut penser au niveau des infrastructures, des environnements, avec l'intelligence artificielle et tout ça, et sans oublier, bien sûr, l'encadrement de la formation à distance. Vous me direz que c'est très ambitieux, je vous répondrai oui. Excuse-moi, Martial? Oui? Il faudrait juste que tu parles un petit peu plus fort. Moi, j'ai vraiment de la difficulté à t'entendre. Bon, d'accord. Oui, je vais mettre un petit peu de volume. Comme ça va? Oui, un gros merci. Ah, merci de le mentionner. Alors, pour ce qui est du guide, on souhaite, selon les intentions là, du REFAD, que ce soit un ouvrage de consultation pour tous les acteurs de la formation à distance, à partir des données les plus récentes et appuyé par des expertises. On a procédé par une petite revue de littérature. C'est pas une revue de littérature pour faire une thèse de doctorat, mais quand même, je suis allée dans différents ouvrages pour m'imprégner de tout ce qui se fait de plus pertinent, de plus récent, et aussi des contributions, des gens qui ont bien voulu collaborer avec nous, des contributions d'expertise, des retours d'expérience, des outils. Alors tout ça pour que ce soit un ouvrage que vous puissiez conserver sous la main et auquel vous référez, avec des exemples et des éléments pratiques. Donc, entrons dans le vif du sujet. Plusieurs parlent depuis 2020, on n'est pas tout à fait en 2020, mais à partir vraiment de l'époque où on est actuellement, on se dirige vers une ère
post-industrielle, la 4e révolution industrielle, la première ayant eu lieu dans les années 1700 à partir des innovations scientifiques de cette époque-là. La 2e, la révolution industrielle de masse des années 1900, un autre passage. Ensuite, 1960, une 3e révolution industrielle, le protocole Internet à ce moment-là qui arrive. Et maintenant, on se situe dans une ère qui est post-industrielle. Ça veut dire que la culture est passée du manuscrit, de l'imprimé à l'analogique et maintenant l'image écran. On est vraiment dans une culture de l'écran. Qu'est-ce qu'en seront les impacts au niveau des apprentissages? Bien, on le sait déjà, là, on constate que il n'est pas pertinent d'apporter des grands textes à lire. On doit beaucoup utiliser la métaphore. Donc, toutes ces dimensions-là qui sont apportées par le numérique, cette révolution-là, doit être prise en considération. On est une société de travail basée sur la connaissance et dans le lien de la vidéo de Michel Cartier, vous allez pouvoir revoir en détail toutes les successions là, des différentes aires industrielles. Elles sont très, très bien décrites. Il y a aussi le rapport de l'UNESCO de Jacques Delors qui est très intéressant. Apprendre à connaître, apprendre à faire, apprendre à être et apprendre à vivre ensemble. Ce sont toutes les dimensions qui sont nécessaires à l'apprentissage et qu'on doit repenser en fonction de la distance aussi. Donc, au-delà des connaissances, il faut aussi développer une structure pédagogique qui permette de faire tous ces types d'apprentissage-là. Les enjeux principaux, repenser notre offre de services en fonction de la mobilité, en fonction de l'ubiquité, réorganiser les espaces physiques et virtuels d'apprentissage, puisque on se rend compte que de plus en plus, la formation à distance entre dans une forme de mixité, d'hybridation, et on assiste à des transformations même physiques des classes qui sont mixtes, des ateliers d'apprentissage virtuel et en mixité avec du présentiel. Donc, on a à revoir aussi à se questionner par rapport à ça et intégrer la formation à distance aux autres modes de diffusion de la formation. On pense ici à l'alternance travail-études, par exemple. Donc, les frontières deviennent perméables à tel point que certains établissements m'informent, m'ont mentionné que dans leur planification stratégique, le mot formation à distance n'est pas apparent parce que la formation à distance en tant que telle, pour certains établissements, devient un mode de diffusion au même titre que d'autres modes de diffusion. Alors, on voit qu'il y a une transformation des frontières entre le présentiel et le distanciel deviennent de plus en plus poreuses. Maintenant, vous connaissez tous les courants pédagogiques, on est rendu au socio-constructivisme, le connectivisme, bien documenté par Downs et Siemens, qui amène une transformation dans la relation didactique. La posture de l'enseignant, se souvient, nos enseignants vont se demander qu'est-ce qu'ils deviennent, est-ce qu'ils sont encore des enseignants, ou des professeurs. Il y a un changement aussi dans la pratique éducative. Le rôle resterait le même, c'est-à-dire faire apprendre, soutenir l'apprentissage. Mais la posture de l'enseignant, c'est beaucoup plus en accompagnement. Il y a un fractionnement de la tâche aussi. On travaille de plus en plus en équipe multidisciplinaire. L'expert de contenu avec le concepteur, le chargé d'encadrement, les conseillers technopédagogiques. Donc, ce travail en équipe multidisciplinaire engendre aussi beaucoup de transformations et va transformer les zones de collaboration à l'intérieur même d'un établissement. Donc, de nouveaux positionnements à installer par rapport à l'agir éducatif collectif. Et différentes dimensions disciplinaires, c'est-à-dire par rapport au contenu, par rapport au domaine. Donc, on développe des contenus. Plusieurs vont parler de curation de contenu. Quand on parle d'activité interactive, l'enseignant demeure responsable de s'assurer que les contenus sont bien appris et de la bonne manière. La dimension pédagogique, conception d'activités et tout ça, relationnel dans un rôle d'accompagnement, facilitation, collaborative parce qu'on travaille avec des collègues, on est en co-construction, en co-création et même avec nos apprenants et une dimension numérique, bien sûr.
dans une écologie de l'apprendre. Donc, on est moins dans un rôle de diffusion de la connaissance que dans une écologie entourant un parcours autonome de la part de l'apprenant. Et le parcours autonome, il va être à des degrés variables selon le mode de diffusion, de totalement à distance jusqu'en présence avec des activités numériques. J'ai parlé brièvement de la gouvernance tout à l'heure. Bien sûr, il y a une gouvernance gouvernementale. Plusieurs provinces, d'ailleurs au Québec, ont déjà développé des e-campus, c'est-à-dire se sont donné des infrastructures nationales pour porter différents aspects de la formation à distance. On connaît les normes, les réglementations, différentes normes aussi pour assurer l'accessibilité, les normes d'interopérabilité entre les systèmes. Même chose pour la gouvernance institutionnelle, c'est des questions que les établissements doivent se poser. Quelle est notre mission? En quoi la formation à distance s'intègre dans notre planification stratégique? Et on se rend compte chez beaucoup d'institutions que la formation à distance devient un levier de développement organisationnel puisque ce qui est développé au profit de la formation à distance devient un tremplin et est utilisé à bon escient dans d'autres secteurs institutionnels qui ne touchent pas directement à la formation à distance. Donc, il y a des grands enjeux à ce titre-là. Et puis, finalement, pour résumer, l'offre de service, le partenariat interne, externe, interinstitutionnel, même international, on voit des initiatives intéressantes de ce point de vue-là. Le leadership, l'expertise, etc. Donc, la formation des acteurs, implanter, améliorer, mobiliser les acteurs autour de la formation à distance. On est dans une gestion du changement. Certains m'ont même dit dans une analogie de bâtisseur de cathédrale, parce que ça ne se fait pas en 2 ou 3 ans. On avance à petits pas et on finit par développer. Parce que l'impact que va avoir le numérique sur nos établissements, sur nos pratiques, est énorme. On est dans une révolution. Autant l'écriture a apporté une révolution à l'humanité, autant l'imprimerie a apporté une révolution à l'humanité aussi, autant le numérique nous entraîne dans une révolution et on est à l'orée de tout ça. Donc, il faut se donner le temps, mais il y a une autre analogie qui m'a été apportée, la théorie du tie wrap. On avance un petit peu et puis on ne recule pas. On avance et on continue de se développer. Maintenant, au niveau de l'ingénierie pédagogique, alors il y a toutes sortes de besoins à rencontrer en formation à distance, formation initiale, formation continue. Alors, chaque établissement se donne sa méthode. Il y a un très beau texte ici, très intéressant de Josiane Basque sur les méthodes. Il y en a toutes sortes de méthodes. Quand on parle de ADDIE, c'est plutôt un modèle générique, là, analyse, design, développement, implantation, évaluation. Mais ce modèle générique-là, il se décline dans plusieurs méthodes. MISA, R2D2, SAM, le modèle SER, le design thinking. Ce sont toutes des méthodes auxquelles on va emprunter différentes façons de faire et on va s'installer dans notre établissement selon les personnes qui sont en place avec une méthode d'ingénierie pédagogique qui va nous être propre. Maintenant, il y a certaines critiques qui sont adressées aux méthodes connues. On dit que c'est linéaire, c'est anticréatif, c'est lent, il y a une distorsion de sens. Donc, on est dans une époque où les enjeux au niveau de l'ingénierie sont de fluidifier tout ça, de le rendre plus adaptable, agile. Il y a une multimodalité qui implique des espaces qui vont être diversifiés, virtuels, physiques. On va avoir des espaces même, comme on appelle le tiers-lieu, qui se trouve même pas un espace géré par l'établissement. C'est nos apprenants qui vont aller ensemble échanger, discuter, collaborer dans des lieux virtuels qui ne sont même pas sur nos propres plateformes. Et ce sont des pratiques encouragées, bien entendu. Donc, les espaces d'apprentissage vont se multiplier. Une attention particulière à l'ergonomie cognitive, le design graphique, etc. Donc, on est dans des approches qui vont devenir dynamiques et plus fluides. Au niveau du design, c'est très
on est très au cœur là, donc, un design pédagogique, quelle est l'architecture du cours? Bien, il faut aller dans l'esprit de faire apprendre. Donc, il y a une auteure qui s'appelle Cathy Moore qui parle d'information dump, qui serait à éviter. Donc, on pense à une conception de nos cours qui sont davantage des parcours d'apprentissage et des approches comme le design thinking, rapid learning. On est dans un bouillonnement et on doit vraiment réfléchir en fonction des besoins de notre clientèle et des services que notre établissement doit rendre. Au niveau de la scénarisation des activités à rédiger, l'usage de différents outils gratuits ou payants qui sont offerts par différentes compagnies et sur Internet en mode libre, l'apprentissage social. Donc, au niveau de la scénarisation, il y a des défis aussi pour rendre nos cours intéressants, captivants. Aussi, on a tous la ludification, les espaces virtuels, la réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. et toute l'interactivité. Actuellement, on connaît le niveau d'interactivité de base, on va déposer des ressources, mais maintenant, il y a de plus en plus d'établissements qui vont utiliser des logiciels comme Storyline, Captivate, pour apporter aussi des activités interactives. Et le troisième niveau d'interactivité, qui est plus autoportant, on pense aux jeux sérieux, aux didacticiels. Alors, c'est pas à la portée de tous et on doit s'entourer d'experts à ces dimensions-là et les reconnaître en conséquence. Donc, on est de plus en plus en équipe multidisciplinaire et il faut bien définir nos rôles. Il y a aussi ce qu'on appelle le social, local, mobile, SOLOMO, Ottawa, anytime, anywhere, any device. Mobiquité, c'est une concentration là, de mobilité et ubiquité. Donc, une façon d'ouvrir le design, vraiment, diversifier aussi les approches, penser à délocaliser, détemporaliser, dématérialiser. Des mots qui font peur, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça, mais de sortir de nos schèmes de pensée qui sont peut-être plus linéaires et structurels. Ça demande beaucoup d'énergie. Les infrastructures, tout le monde a entendu parler des GAFA de ce monde, Google, Apple, Facebook, Amazon. On a eu des scandales, Cambridge Analytica. Donc, le gros enjeu de nos infrastructures, c'est les données, la sécurité des données. En Europe, il y a un règlement général sur la protection des données. Ici au Québec, on travaille à ça, dans certaines provinces aussi. Bon, rien n'empêche chaque établissement de se donner des règles, mais la sécurité informatique prend des dimensions là, d'importance capitale. Nos infrastructures doivent en tenir compte. C'est très dispendieux. C'est très énergivore, technivore. Donc, il y a certaines institutions qui vont se regrouper pour s'offrir des services qui sont peut-être plus robustes et qui sont en mesure de se les offrir financièrement. Donc, l'architecture de ces infrastructures-là, c'est autant physique, les serveurs et leur utilisation que aussi informationnelle, quelles sont les données, comment on fait circuler ces données-là, comment on les consomme, comment on les préserve, comment on les partage. Toute la notion du consentement au niveau des données aussi, on présume que lorsqu'un étudiant dépose un travail, il consent à le déposer sur cette plateforme-là, mais aussi il y a d'autres données qui circulent, donc il faut réfléchir à ces dimensions-là. Évidemment, la toxicité, le cyberharcèlement. Les environnements numériques d'apprentissage sont de plus en plus développés aussi. Il y a différents aspects dont il faut tenir compte. L'expérience utilisateur, tout ce qui est la fluidité de l'interface, le dialogue entre le système et l'utilisateur pour la traçabilité des données. Qu'en est-il de la connaissance donc du domaine, de l'expertise, l'apprenant, le modèle de l'apprenant
s'intéresse à sa démarche d'apprentissage, quel sera le parcours? Est-ce qu'on lui demandera d'aller chercher des données sur des sites qui sont extérieurs à notre plateforme? Est-ce qu'on insérera des contenus dans nos parcours d'apprentissage? Et quelles seront les stratégies de mise en œuvre? Quel sera le rôle du tuteur? Parce qu'on va parler d'encadrement, mais l'encadrement, il est important qu'il soit prévu au niveau du cours, au niveau du développement du cours et au niveau de l'environnement aussi. Toute l'identité, l'accessibilité, l'interopérabilité, on est au début de ça. On est préoccupé. Il n'y a pas dans la plupart des provinces, sinon toutes, il n'y a pas d'obligation légale. Vous me corrigerez si je me trompe, mais au Québec, on n'a pas encore l'obligation légale. Mais on voit que déjà, on commence à s'intéresser aux normes d'accessibilité parce que quand ça va arriver, il va falloir se rendre accessible. Et les normes, il y a des normes minimales qui sont déjà sur des sites gouvernementaux et tout ça. Et puis, il faut se préparer à l'intelligence artificielle. Justement, on parlait de la gestion des données. Bien, si on veut se diriger vers ce qu'on appelle le personalized learning ou l'apprentissage personnalisé, qui va adapter le parcours de l'apprenant en fonction des réponses qu'il va donner, toute cette analyse de l'apprentissage-là, eh bien, on est aussi dans un intérêt par rapport à ça, et c'est très bien aussi parce que personnaliser l'approche en fonction de nos besoins chez l'utilisateur de la formation à distance, c'est une des façons les meilleures pour maintenir l'intérêt et la persévérance et la réussite. Donc, les normes, les standards, l'interopérabilité et ainsi de suite. Et le dernier élément dont je veux vous parler, et non le moindre, l'encadrement, c'est la dimension fondamentale de la formation à distance. La relation, on a eu un très bel atelier hier de Mireille Hamel sur l'empathie. Donc, l'encadrement est important pour assurer un lien, une proximité avec les apprenants pour que l'apprenant, il n'est pas, s'il est éloigné de notre institution, il n'en est pas absent. Donc, tous les dispositifs doivent faire en sorte de procurer un encadrement de proximité, que ce soit par le cours lui-même, que ce soit par les interfaces, que ce soit par les formes de rétroaction et les rôles des tuteurs. Donc, c'est important d'assurer une téléprésence. Selon Garrison, la typologie que la majorité d'entre nous utilisons, la téléprésence enseignante, cognitive et sociale. Il y a Serge Gérin-Lajoie aussi qui parle à partir d'autres auteurs, André-Jacques Deschaines notamment, le type d'encadrement au niveau de la pédagogie, au niveau technologique, au niveau administratif. On sait que nos évaluations formatives servent à l'apprentissage, donc il y a des principes de rétroaction clairs, précises, juste à temps, réactifs, proactifs, différentes formes. Maintenant, on a des logiciels qui peuvent nous aider à ça. Outre les rétroactions textuelles, on a des rétroactions imagées, audio, vidéo. Évidemment, ce sont des outils qu'on doit s'approprier. Et aussi le domaine de la curation, c'est-à-dire un suivi au niveau de l'apprentissage du domaine, de la démarche et de la progression dans l'apprentissage. Tout ça nous amène à l'évaluation sommative qui renferme de grands défis. On a de plus en plus de logiciels qui vont s'assurer que c'est la bonne personne qui fait les évaluations, les barrages de serveurs, des contrôles d'écran. On arrive aussi avec l'intelligence artificielle à avoir des applications de contrôle d'identification, par exemple reconnaître des patterns d'écriture, etc., etc. Donc, il y a tous les niveaux du dispositif qui vont procurer un encadrement. Et le support automatique à l'encadrement qui est obtenu par l'analytique de l'apprentissage. C'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup d'éléments, de thématiques à prendre en compte. C'est ici que je vous laisserai la parole. J'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vous lance les questions et Michel peut peut-être prendre le relais ici. Absolument, mais Marcel, un immense merci. Tu as encapsulé dans un contexte de démarrage un peu plus difficile, on s'entend,
Une présentation absolument inspirante. Et présentation, Alain l'indique dans le clavardage, qui va être disponible sur demande. Donc, il suffit d'envoyer un petit mot au REFAD pour que vous puissiez avoir accès à cette présentation dans laquelle il y a d'ailleurs des liens qui sont vraiment cliquables. Allons maintenant de votre côté pour des réactions, des questions, des commentaires. On va passer aux questions tout de suite après, mais si spontanément vous avez des questions à Marcel à ce moment-ci, à poser à Marcel à ce moment-ci, levez la main s'il vous plaît sur Adobe, excusez-moi, et on pourra prendre au fur et à mesure des mains levées les questions ou commentaires sur ce qui vient d'être présenté dans une capsule synthétisée vraiment là. Alors, il n'y a pas de gêne, on veut que ce soit absolument convivial. Pour les habitués, vous connaissez la formule. On est rassemblés autour d'une table. L'idée, c'est de pouvoir échanger des idées, confronter des idées, partager des points de vue. Ce que je retiens, en attendant que des mains se lèvent, ce que je retiens de ce que Marcel vient de présenter sur le thème d'aujourd'hui, qui, je le rappelle, est formation et soutien aux enseignants et formateurs en formation à distance. On vient de voir un panorama de toutes sortes de possibles ou des zones d'action dans lesquelles on peut préparer ou outiller nos gens, s'outiller nous-mêmes. Et dans ça, je retiens entre autres qu'il y a des savoirs de toutes sortes, du savoir-être, du savoir-faire aussi. Et il faut vraiment articuler tout ça pour pouvoir produire une FAD de qualité qui va pouvoir répondre aux besoins individuels et collectifs des premiers concernés. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires à ce moment-ci? Simplement lever la main ou prendre la parole directement. Ne soyez pas gênés. S'il vous plaît, je vous lance cet appel. Mireille Hamel. Juste à faire carré 6 pour la la sourdine, s'il vous plaît. Oui, bonjour Marcel. Bonjour Mireille. Comment vas-tu? Oui, très bien. Toi-même? Oui, ça va bien. Écoute, c'est vraiment un panorama complet que tu proposes. J'avoue que quand nous sommes dans l'action, parfois on manque de recul pour vraiment réaliser à quel point nous sommes dans la gestion de changement. Moi, j'ai une question un peu spécifique à propos des e-campus. Dans quelle province est-ce qu'il y a présentement des e-campus? Je crois qu'il y en a 4 actuellement. L'Ontario, Colombie-Britannique, Manitoba et Québec qui est en train de mettre en place son e-campus actuellement. OK, parce que moi on avait un e-campus en Alberta qui malheureusement a manqué de financement au niveau gouvernemental et il n'existe plus. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié le travail des e-campus. Moi, je les comprenais comme étant un third party, là, un regroupement d'experts non affiliés aux institutions comme telles, mais qui gardent une espèce de veille. Est-ce que c'est la bonne définition pour les autres e-campus, à ta connaissance? S'il y a des personnes qui peuvent en parler, notamment Hélène Lalancette peut-être pour reprendre la parole. Ce que je peux en dire du campus québécois actuellement, c'est une structure de mise en commun, de collaboration qui va toucher l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les collèges et les universités, notamment par une plateforme commune où il circulera des informations sur du matériel d'apprentissage et c'est en création en ce moment. Donc, il y a des chantiers qui sont mis en place pour connaître les besoins des personnes, des institutions aux différents ordres d'enseignement. Ce sont des lieux d'échange, des lieux de partage et ce sont aussi des infrastructures gouvernementales qui vont permettre de déposer des ressources, qui vont permettre d'avoir des lieux d'échange, des communautés de pratique. Chez nous, en tout cas, ça émane directement du ministère de l'Éducation et je crois que c'est la même chose dans les autres provinces.
OK. OK. Ben, j'avoue qu'un des défis que moi j'observe, c'est justement cette veille. Et puis, je suis très reconnaissante au travail que tu fais, au travail que Refad fait, d'assurer une veille. Parce que c'est tellement facile de perdre le fil et de pas avoir nos antennes allumées sur tous les aspects. Tes 5 questions, là, c'est probablement les 5 paramètres les plus importants pour toute formation à distance. J'ai l'impression que la minute où je pense avoir le doigt sur le pouls là, de un, je manque les 4 autres. Alors, j'apprécie beaucoup le travail que tu fais, Marcel, puis surtout le travail de synthèse que tu nous proposes avec cette recherche-là. Merci, c'est gentil. Et effectivement, si on prenait tout le temps qu'il nous faut pour lire ce qu'on a besoin de lire, on n'aurait pas le temps de travailler, ou presque. Mais il faut dire, par exemple, Contact Nord en Ontario, qui est un site de ressources, un organisme qui fait justement beaucoup de veille, qui produit aussi des choses intéressantes à tous les niveaux. Ici, je pense à Vitrine, Technologie Éducation au Québec. On pourra peut-être vous donner ces références-là, mais ça se trouve là comme ça, Contact Nord, VTE, ProfWeb au niveau secondaire, ici au Québec et dans les autres provinces. Il y a certainement aussi des façons de trouver ça facilement. Je vois que Hélène a mis le lien, Hélène Lalancette a mis le lien sur le e-campus Colombie-Britannique, About Us. Donc, c'est aussi, par la même occasion, je me permets de vous dire que c'est une des raisons pour lesquelles le REFAD a entrepris de produire ce guide-là, parce qu'il mettra en commun un ensemble de ressources sur justement les sujets qui interpellent la formation à distance. Maintenant, ce que moi j'aimerais bien entendre, Michel, si tu permets, par rapport aux participants, je suppose que dans vos établissements, vous avez des réalisations, vous avez des projets que vous avez faits, vous avez peut-être des expérimentations qui pourraient être intéressantes à partager avec nous, ne serait-ce que pour raconter les grandeurs et les misères de certains projets, de certaines initiatives. Ça serait intéressant de vous entendre là-dessus. Effectivement, parce que ça touche directement le thème d'aujourd'hui, qui est formation et soutien. Main levée peut-être, ou on va aller voir du côté de différents sites. C'est pour Hélène Lalancette, un petit peu que j'en recule ici. Hélène Lalancette, oui, qui vient de mettre un lien sur le e-campus, sur le clavardage. Hélène, juste faire le carré 6 pour enlever la sourdine, et la parole c'est à vous. Oui, allô, vous m'entendez bien? Absolument. Bonjour Marcel, merci beaucoup pour la présentation. Donc, moi, pour votre invitation de parler de la question d'encadrement, c'est justement la question numéro 4 qui était l'encadrement des apprentissages sur laquelle je voulais peut-être partager ce qui se vit à l'Université Simon Fraser. L'encadrement ou la valeur humaine de l'encadrement au niveau du postsecondaire dans les institutions physiques encore, là où les cours se donnent principalement en classe, prend beaucoup de temps à établir ses lettres de noblesse. Jusqu'à l'arrivée, le mois dernier, de nouvelle VP éducation, on avait une équipe qui considérait au niveau universitaire que les cours de niveau baccalauréat en ligne, donc asynchrone, ne méritait pas même la présence d'un mandat ou d'une tâche spécifique d'un professeur. Ça devait passer par des tâches de soutien de TA qui n'étaient pas finalement reconnues comme une tâche d'enseignement propre. Alors ça, c'est quand même une grande révolution, mais quand on pense que les pas de la reconnaissance de l'importance de l'encadrement sont rendus seulement à des petits
pas comme ça. C'est quand même assez étourdissant de voir qu'on sait vers où on s'en va et l'importance centrale de l'encadrement. Donc, on avait tous les cours du niveau baccalauréat, beaucoup de cours en ligne qui n'étaient donnés que par des TA avec peu de formation et à partir de l'année prochaine, ça va devenir une tâche proprement définie et reconnue de tout universitaire sur le campus. Donc ça, c'est un gros changement, mais je voulais juste le mentionner parce que autant on reconnaît le rôle central de l'encadrement en formation à distance. Je ne sais pas s'il y a pour d'autres institutions, c'est également le cas, mais au post-secondaire, chez nous, ça a pris du temps à être reconnu. Merci. Oui. Marcel, commentaire là-dessus? Oui, si d'autres souhaitent partager là-dessus, ce serait intéressant. C'est vrai que c'est très différent d'un établissement à l'autre, mais le rôle de l'encadrement, on est porté à penser au départ que, étant donné que nos apprenants apprennent à distance ou dans une forme d'autonomie, ils n'ont plus besoin de ce soutien-là. Et c'est très différent d'un endroit à l'autre, la façon dont est perçue la fonction de l'encadrement. Il y a Viviane Glickman qui a écrit il y a quelques années des choses très intéressantes là-dessus. Dans la littérature, on parle beaucoup de tutorat à distance et le mot tutorat induit lui-même un biais ou une difficulté dans la représentation de ce qu'on peut en comprendre. Certaines personnes dont je suis se réfèrent au triangle pédagogique de Jean Houssaye où il y a le savoir, l'enseignant et l'apprenant et une relation didactique, pédagogique, une relation d'apprentissage. Et lorsqu'on est en formation à distance, je suis de ceux qui considèrent que les activités d'encadrement, ce sont des activités qui sont en soutien à l'apprentissage aussi. Il y a certains établissements qui vont, par exemple, Hélène, ne pas reconnaître cette fonction-là et engager des correcteurs. Et à tous les niveaux, là. Il y a toutes sortes de choses parce que souvent, ces dimensions-là ne sont pas paramétrées soit par nos structures institutionnelles ou soit par même les gouvernements. Au Québec, par exemple, au niveau des paramètres d'encadrement de la formation à distance, il n'y a rien qui définit les rôles du personnel enseignant. Qui fait l'encadrement? Est-ce que c'est reconnu dans la tâche éducative et tout ça? Donc, c'est à définir. Et puis, au moment de le définir, il faut bien voir à quoi sert l'encadrement. Et est-ce qu'à ce moment-là, le rôle de l'enseignant pourrait passer d'un rôle de prestataire d'une activité d'enseignement à facilitateur d'une activité d'apprentissage? Et je suis de ceux et celles qui pensent qu'il fait partie du rôle de l'enseignant. En fait, le but ultime, la finalité, c'est de s'assurer que les apprenants apprennent. Donc, il ne s'agit plus d'enseigner, mais il s'agit d'enseigner autrement. Donc, la responsabilité demeure aussi grande et, par contre, ça implique une formation du personnel enseignant dans un rôle d'encadrement, de quelle façon on s'y prend, et ça a des impacts à tous les niveaux, au niveau du design des cours, comment on inclut l'encadrement, et au niveau du dispositif aussi. Donc, il faut se faire une tête, chacun dans notre institution, sur la vision qu'on a de la nécessité de l'encadrement. Ce que tu soulèves là, Marcel, ça touche finalement les dimensions complémentaires, mais indissociables l'une de l'autre, les compétences disciplinaires, les compétences du champ de savoir pour une formation donnée, mais toutes les compétences relationnelles aussi, ou de créer de la proximité à distance, qui fait que ce sont des humains qui communiquent les uns avec les autres et qui s'aident à avancer, à cheminer. C'est le paradigme de l'apprentissage, finalement. Comment faire pour mettre en place les bonnes conditions pour que ce soit le plus facilité pour tous. Je vais pas me lever. Oui? Michel, il y aurait peut-être un commentaire que j'ai trouvé intéressant de la part de Marie-Josée Tondreau, cégep de l'Abitibi-Témiscamingue dans le clavardage. Oui, vas-y. C'est vraiment au niveau de la base, et je trouve ça très intéressant parce que c'est nos difficultés au niveau de la conception. Les enseignants pensent encore PowerPoint et ne voient pas plus loin. Oui, alors, on est au premier niveau d'interactivité.
On dépose des ressources en ligne et les apprenants vont les télécharger dans leur dossier personnel. C'est une base et c'est très intéressant. Souvent, c'est ce qu'on va voir sur des plateformes comme Moodle et tout. Alors, déjà, l'information est là. Et plus, je dirais, plus le système et plus le niveau d'interaction est de base, plus l'interaction dans les ressources, là, plus l'interaction avec dans l'encadrement va être nécessaire. Donc, il y a peu de consignes. On a des outils, tout ça. Donc, l'enseignant responsable sur une plateforme comme Moodle, par exemple, va donner des consignes sur qu'est-ce qu'il faut lire, dans quel ordre, et puis de quelle façon on procède. Et si on va plus loin dans un niveau d'interaction qui est encapsulé là, dans une démarche autoportante, comme par exemple un jeu sérieux, ben les consignes sont dans le jeu et tout ça. Donc, c'est des dimensions qu'on doit tenir compte parce que développer un jeu sérieux, c'est un petit peu plus long. Puis développer un cours totalement autoportant, comme dans certaines institutions qui sont totalement asynchrones, d'abord, ça prend du temps et c'est une discipline qui n'est pas nécessairement une expertise attendue du personnel enseignant. Alors, c'est une discipline qui nécessite une conception pédagogique et des experts en conception pédagogique, conception technopédagogique aussi. Alors là, c'est une différente structure de fonctionnement à mettre en place. C'est aussi des personnes, quand on est tout à fait nouveau en formation en distance, ben on va engager des personnes qui ont cette expertise-là en design technopédagogique et ou on va prendre quelqu'un de la maison et qui s'est formé davantage à ça. Est-ce que ces personnes-là sont toutes reconnues dans leur expertise? Pas toujours. Est-ce qu'elles sont toutes reconnues dans leur fonction, dans leur rôle et dans leur titre? Pas toujours non plus. Alors, c'est en construction, ça aussi. Mais c'est vrai que les enseignants sont très PowerPoint et c'est ce qu'ils connaissent et c'est ça pourquoi ils ont été formés, ou en tout cas ce vers quoi ils ont été formés. Les universités ont un rôle aussi dans la formation des maîtres pour les aider à se développer en rapport avec toutes les nouvelles dimensions qui concernent leur pratique éducative. Il y a un commentaire aussi d'Hélène Lalancette. Excuse-moi, Michel. Vas-y. Au niveau des études supérieures, ce sont les profs. Le problème étant au niveau baccalauréat, reconnaissance de la tâche et l'importance de l'encadrement, de la relation éducative. Il y a une question aussi directement qui revient de Mélanie. Lorsque vous parlez du niveau d'interactivité, est-ce que votre référence provient de l'étude de Chapman? Je vais vous dire, attendez un petit peu, en partie, attendez un petit peu, si je peux vous donner, je ne l'ai pas apporté ma référence ici, je vais vérifier d'où me vient exactement ma référence. J'ai fait rapidement mon travail de PowerPoint, puis vous avez constaté qu'il n'y a pas beaucoup de références. Mais vous pourriez peut-être nous indiquer si vous avez un texte intéressant, ça serait bien de nous l'indiquer, s'il vous plaît, dans le clavardage. Il y a également un commentaire de Carole Leroy. Selon mon expérience, il y a des aspects, Carole Leroy de l'Université Saint-Boniface, selon mon expérience, il y a des aspects qui sont souvent oubliés ou sous-estimés. 1. Le prof trouve difficile de faire confiance à l'étudiant. 2. L'étudiant a peur ou s'oppose carrément au changement. Les nouvelles pédagogies lui imposent d'être actif, donc de mettre plus d'efforts directs. Oui, c'est très pertinent parce que la gestion du changement, ça vient pas, la peur au-dessus du changement, ça vient pas juste du personnel enseignant, ça vient de tous les acteurs, le personnel de gestion aussi, et aussi les apprenants. Parce qu'ils passent d'un modèle, give me, qui est plutôt passif, à un modèle I give. Où je dois être dans l'action. Qui est actif. Alors, c'est un paradigme qui est difficile aussi pour les apprenants. Donc, cet accompagnement-là doit prendre en compte, pas juste au niveau qu'est-ce que c'est un cours en ligne, qu'est-ce que c'est une plateforme et tout ça, mais quel est le niveau d'engagement qu'on attend là, quand on est en formation à distance.
Je me permettrai une petite parenthèse, pour remercier ceux et celles qui doivent quitter parce qu'il est 13 heures ou heure locale, 13 heures ou à peu de choses près. On pourrait poursuivre facilement une quinzaine de minutes, en tout cas selon les besoins, selon les questions qui pourront arriver. Ceux qui doivent quitter, merci encore pour votre participation, votre présence aujourd'hui. Et je reviendrai sur ce qui vient juste d'être mentionné. Dans les rôles de chacun, il y a des changements qui s'opèrent, il y a une évolution qui fait que chacun doit tomber dans de nouveaux rôles jusqu'à un certain point. Et si on parle de formation, de préparation ou d'outiller chacun des acteurs principaux, que ce soit étudiants ou formateurs ou ceux qui ont des charges tutorales, il y a des défis à communiquer ou à informer sur des approches qui sont maintenant privilégiées. J'aimerais entendre soit sur le clavardage, soit de vive voix, si la chose est possible, dans les défis que ça soulève de préparer des gens qui ont travaillé ou qui ont étudié d'une façon toute particulière depuis longtemps et qui ont à s'adapter à de nouvelles approches. Quelles sont les actions qui sont posées pour relever les défis dans vos différents milieux, soit pour mieux préparer les étudiants, soit pour mieux préparer les intervenants de première ligne ou les concepteurs de cours? S'il y a quelqu'un qui pouvait donner une piste d'action sur ce qui se passe dans son milieu, ce serait vraiment intéressant de partager ça autour de la table ici. Est-ce qu'on a une main qui se lève pour dire comment on fait des efforts pour aller mieux outiller ceux et celles qui ont à s'investir dans des formations à distance qu'on pourrait qualifier de qualité? C'est Luc, peut-être, qui a une large expérience dans le domaine, partager un élément qui vous apparaît particulièrement signifiant dans l'organisation d'une formation ou d'une préparation à mieux travailler, soit du côté des étudiants, soit du côté des acteurs, Téléc Montréal ou Téléc Québec peut-être? Je fais le tour ici. Sinon, vers l'ouest du pays peut-être? Parce que vraiment, sur le thème d'aujourd'hui, on parle de formation et de soutien aux enseignants formateurs en formation à distance, mais on a vu dans le PowerPoint qui nous a été présenté que ça déborde finalement sur tous les acteurs concernés. En attendant de voir peut-être des interactions ou par clavardage ou autre, je vais lire un autre commentaire. Carole Roy encore, lorsque j'appuie des profs à modifier ou espérons bonifier leur cours, ils s'attendent à des résultats immédiats et spectaculaires. Oui, j'aime bien spectaculaire. Mais le changement prend un certain temps et se passe progressivement. Effectivement, c'est très logique. Il faut être patient et persévérer et ne pas dire trop vite que ça ne fonctionne pas. Effectivement, très bon point. Et ça touche l'approche pédagogique, ça touche aussi les technocompétences qui font souvent peur. Et ça prend pas beaucoup d'expérience difficile pour mettre des petites barrières sur le chemin. Il y a également Carole Aymar qui a travaillé beaucoup avec le milieu d'affaires. Dans le milieu d'affaires, on accompagne avec du coaching 1 à 1 lors des premières sessions de formation individuelle. Oui, ce sont des pratiques très fréquentes dans le milieu des affaires, dans le perfectionnement. Souvent, peu importe le secteur, on va voir des activités soit 1 à 1 ou soit en petits groupes aussi. Même dans certains cas, on va voir du mix. Il y en a qui favorisent le présentiel lorsque c'est possible. On va vraiment être dans le blended dans l'hybride pour répondre à différents besoins. Il y a certains secteurs, les gens veulent se parler. Donc, c'est pour ça que dans notre design de cours, c'est très, très important de tenir compte de notre clientèle, des besoins de la clientèle, des contenus à faire apprendre et des caractéristiques des milieux. Également, Hélène Lalancette, oui, on va avancer vite, mais la livraison prend des mois, donc les changements prennent au minimum 2 ans. La question de la durée sur les changements est aussi fort importante.
Je regarde, il n'y a pas d'autres interventions présentement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait profiter soit du clavardage, soit du plateau d'échange qui nous est proposé pour cette table d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un dernier commentaire ou de question ou qu'on puisse profiter du bagage important que Marcel a sous les mains présentement et qu'elle va nous livrer dans un format plus étoffé encore avec le guide tout bientôt? Est-ce qu'il y a une dernière intervention, commentaire, question de la part de n'importe qui autour de cette belle grande table? Il y a 2 commentaires qui ont été mis dans le clavardage. J'ai observé une augmentation de l'aisance des étudiants en formation à distance qui s'est manifestée en fin de programme. On parle de 2 ans. 2 ans. Et les mots sont flexibilité et persévérance, effectivement. J'aimerais relever un commentaire qui a été donné par Judith Proulx. Elle parle de la conception universelle de l'apprentissage. Plusieurs personnes m'ont parlé d'intégrer des éléments de conception universelle d'apprentissage qui contribuent à assurer d'une certaine manière l'accessibilité. C'est pas juste une accessibilité dans le design de l'interface. Les façons d'entrer en relation avec nos apprenants, quand on tient compte de la conception universelle de l'apprentissage, vont accroître considérablement les effets d'accessibilité. Si ça va pour toi, Marcel, et pour toi, Alain, pour tout le monde autour de la table, dernière chance pour passer un commentaire et mettre une question. Nous terminerions à peu près là-dessus en remerciant tout le monde, mais en te remerciant, Marcel, tout particulièrement. Je retiens peut-être un mot-clé d'une de tes dernières diapositives quand tu parlais de la FAD ou du besoin de créer une proximité à distance. Cette proximité-là va bien au-delà de la technologie, des procédures. On est vraiment dans l'humain. Et si on peut garder une formation à distance où chaque étudiant va pouvoir trouver ce dont il a besoin au moment où il en a besoin, en sachant qu'il y a une personne humaine à l'autre bout du fil ou de l'autre côté de l'écran, qu'il y a un soutien qui est là, que les conceptions de cours sont faites en fonction d'impliquer dans l'action chaque apprenant pour que l'apprentissage soit à la hauteur de ce qui est souhaité, mais que ce soit signifiant et utile pour chacun. On aura vraiment réussi avec tous ces nouveaux moyens-là et avec ces nouveaux environnements-là, ce décloisonnement dont tu parlais, même dans les établissements qui sont unimodales, ne serait-ce que les classes inversées, je pense ça très vite, là. Il y a toutes sortes de façons de fonctionner maintenant où le décloisonnement entre la distance et le présentiel est vraiment évident. Donc, et ce que tu nous as proposé aujourd'hui, c'est un beau panorama d'espaces dans lesquels on peut préparer, outiller, donner une boîte à outils à chacun pour qu'il puisse s'approprier tout ce dont il a besoin, ce dont elle a besoin. En tout cas, je te dis un immense merci. Alain, je te laisserai le mot de la fin, peut-être le vrai mot de la fin à Marcel aussi. Bien, on vous remercie tout le monde pour votre patience et votre présence aujourd'hui. On a eu quand même pas mal d'échanges. Encore désolé pour les problèmes techniques. Ce sont malheureusement qu'il y a des choses qui arrivent. Je remercie énormément. Je m'aplatis sur un tapis en remerciant Marcel Parr pour son excellente intervention du début. Et on vous invite, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, abusez du réseau, passez par nous. Si vous voulez également recevoir le document de présentation, le lien vidéo et le clavardage tout à la réunion, vous pouvez contacter le REFAD. Merci également à les gens qui travaillent dans l'ombre, l'équipe du CEDAF pour l'enregistrement vidéo. Et bien entendu, un gros merci à Michel Richer qui, pour toute notre série de tables d'échange pédagogique, fait du bon boulot depuis plusieurs années. Notre prochaine table sera avoir lieu le 7 mars, stratégie pour accroître l'interactivité des cours en ligne. Design et mise en œuvre, justement avec l'équipe du CEDAF, Yves Chauvineau et François Dallaire. Alors, merci encore à tout le monde et je laisse le mot de la fin à Marcel. Merci tout le monde d'avoir été présent. Je suis persuadée que dans vos établissements, il y a toutes sortes d'initiatives fort intéressantes qui sont nourries par de la pratique aussi. La pratique fait émerger
des façons de faire qui sont pertinentes et performantes. Alors, je vous souhaite le meilleur des succès dans toutes les façons de faire que vous mettrez en place pour améliorer vos pratiques de formation à distance. Et j'espère que le guide qui sortira bientôt saura rencontrer vos attentes et rendre hommage à toutes les immenses contributions qui m'ont été faites en collaboration à la production de ce guide. Un gros merci tout le monde. Bonne fin d'après-midi. Salut bien tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous.